Bonjour et bienvenue à cette série Apprendre ensemble de refuges d'urgence et centres d'intervention en toxicomanie. Veuillez noter que cette séance est enregistrée. Nous sommes heureux d'offrir l'interprétation simultanée en français pour cette séance. Si vous souhaitez entendre le français, veuillez choisir Français dans le menu d'interprétation au bas de votre écran Zoom. Si vous avez besoin de soutien à tout moment pendant ce webinaire, vous pouvez contacter l'une de nos productrices à l'aide de la fonction de clavardage. Je suis Jessica Hodge et en tant que responsable de l'amélioration de ce programme, je suis heureuse d'animer la séance d'aujourd'hui. J'aimerais commencer par reconnaître que nous nous rassemblons sur un territoire qui a été habité par des peuples autochtones depuis le début des temps. En particulier, je reconnais que j'anime ce webinaire depuis Sudbury, en Ontario, qui est le territoire traditionnel des Atikamekw et Anishinabeg. Ce territoire est couvert par le traité Robinson-Huron. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec cet endroit et l'occasion qui nous est donnée de nous y réunir aujourd'hui. À Excellence en Santé Canada, nous poursuivons notre parcours d'apprentissage et notre engagement à soutenir l'amélioration avec et pour tous les Canadiens. Nous sommes heureux de vous informer que ce programme est offert en partenariat avec le Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances ainsi que le BC Patient Safety and Quality Council. Je suis heureuse de vous présenter les conférenciers de l'événement d'aujourd'hui. Nous avons Marianne Notariani, qui est vice-présidente de la mobilisation des connaissances au tout récent Centre d'excellence TSPT. Dans le cadre de ses fonctions, il supervise les initiatives visant à soutenir l'application des résultats de recherche et la mise en œuvre de pratiques fondées sur des données probantes afin d'améliorer les soutiens et services aux anciens combattants, aux premiers intervenants et à leurs familles partout au Canada. Elle assure également un leadership à ce réseau grandissant qui est en pleine croissance afin de veiller à ce que l'expertise et l'expérience vécue de la vie est valorisée au même titre que l'expérience technique. Nous sommes également accompagnés de Fardos Hosseini, qui est le directeur général adjoint et vice-présidente de la recherche et des politiques publiques au Centre d'excellence sur le syndrome de stress post-traumatique et les troubles de santé mentale connexes, situé au Centre de santé mentale Royal Ottawa. Ces recherches portent sur les questions de politique stratégique liées à la transformation des systèmes de santé mentale, à la législation sur la parité, à la consommation de substances et à la toxicomanie, ainsi qu'à la santé mentale des nouveaux arrivants et des groupes sous-représentés. Je cède la parole à Marianne et Fardos qui vont présenter une communication sur le continuum des facteurs de stress moral et les résultats associés chez les prestataires de services en période de COVID-19. Merci beaucoup, Jessica, pour cette introduction. Et merci à Excellence en Santé Canada de nous accorder la possibilité d'en parler aujourd'hui. Merci à vous d'être présent. Comme Jessica le disait, je suis Fardos Hosseini, je suis le PDG adjoint du Centre d'excellence TSPT. Je suis accompagnée de Marianne. J'aimerais commencer par reconnaître que le Centre d'excellence se situe à Ottawa, sur le territoire traditionnel et non cédé des peuples Anishinabeg algonquins. Avant d'aborder le cœur du sujet, j'aimerais quand même présenter les objectifs de la séance. D'abord, expliquer le concept du préjudice moral, ensuite décrire les stratégies d'atténuation dans les établissements de santé et de services sociaux, et ensuite présenter des ressources pour aider les gestionnaires de personnel à appliquer les recommandations visant à réduire ces préjudices moraux. Un document de 2018 expliquer ce qu'est le préjudice moral. Il y a au moins 17 définitions différentes de préjudice moral selon les recherches. Le concept de préjudice moral a été défini et étudié par des militaires et d'anciens combattants. Et le concept a émergé parce qu'il explique l'expérience des membres des forces armées des anciens combattants dont la santé mentale était très similaire à TSPT, mais ne correspondait pas aux critères de TSPT. On a voulu étudier le syndrome post-traumatique dans le contexte des anciens combattants, mais également ailleurs. Alors, pour les deux diapos suivantes, nous allons citer les définitions les plus souvent citées de préjudice moral. Il y a des éléments clés de ce qu'est un préjudice moral. Quelle est l'impression qu'en a la personne? Shay, qui a travaillé avec des anciens combattants de la guerre du Vietnam, a parlé
le premier de cette notion et son expérience a été importante dans la mise au point de traitement chez explique le préjudice comme une trahison de ce qui est juste par une personne détenant une autorité légitime dans une situation où les enjeux sont importants. Et Bradlitz et ses collègues ont rajouté à la définition en disant que les répercussions psychologiques, biologiques, spirituelles, comportementales et sociales persistantes découlant du fait de commettre des actes allant à l'encontre de croyances ou de valeurs morales profondes, d'échouer à les prévenir, d'en être témoin ou d'en être mis au courant. C'est la définition la plus souvent citée. Une autre définition est celle mise au point par Brock et Lettini. Et dans cette définition, l'aspect spirituel est appliqué. Le préjudice moral est un préjudice à l'âme. Et enfin, nous avons une définition de Jenkerson. Dans ce cas-ci, il est question du développement des principaux symptômes. Ce qui est commun à ces définitions, c'est que les répercussions psychologiques, sociales et spirituelles des événements qui, lors des situations critiques, vont à l'encontre des croyances ou des valeurs morales profondes. C'est ce qui est commun à l'ensemble de ces définitions. Il y a deux grands types d'événements qui causent ces transgressions morales. D'abord, les situations qui incitent à poser ou à ne pas poser certains gestes. Et deuxièmement, celles qui exposent directement ou indirectement à des violations par autrui. Ce genre d'événement est ce qu'on appelle un événement qui donne potentiellement lieu à un préjudice moral. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Dans le domaine des traumatismes, on reconnaît que tout le monde ne réagit pas de la même façon aux mêmes circonstances. Les préjudices moraux peuvent être mieux compris s'ils sont mis sur un continuum. Ce continuum présente les stresseurs moraux et leur issue. La frustration et la détresse morale sont plus fréquents dans certaines circonstances. Ce ne sont pas cependant toutes les violations morales qui mèneront à un syndrome post-traumatique. Au niveau le plus faible, on peut ressentir une frustration morale. Cela est plus fréquent et ceci peut mener à des sentiments de frustration. De manière plus modérée, les stresseurs moraux créent davantage de détresse. Ce sont des défis plus aigus qui peuvent mener à des émotions plus importantes comme la culpabilité, la colère et la honte. Et dans bien des cas, cela mènera à un événement préjudiciable sur le plan moral. Donc, ce qu'on appellera un préjudice moral, tout à fait à droite. Et donc, dans ce cas, les événements sont graves ou leur fréquence est plus élevée. Et donc, ça a un impact sur le bien-être mental et cela crée des problèmes psychosociaux. Cela peut toucher les activités quotidiennes et le fonctionnement quotidien. Si on sent un préjudice moral plutôt qu'une détresse morale ou une frustration morale, on est plus susceptible de se sentir durablement touché par la situation. Comme je le disais, ce ne sont pas tous les événements ou les situations difficiles sur le plan moral qui mènent à un préjudice moral. Certains cas, malgré douloureux, peuvent mener à une croissance, un épanouissement moral. Je souhaitais également mettre en exergue un débat entre le TSPT et le préjudice moral. On se demande quelle est la différence entre le TSPT et le préjudice moral. Dans le cadre militaire et des anciens combattants, les gens vous diront qu'il y a une différence énorme entre les deux. Mais malgré tout, il y a un débat et des recherches qui sont en cours. Je voulais quand même mettre en exergue certaines différences. D'abord, l'origine, la cause. Les événements qui mènent au TSPT généralement mettent en cause une menace à la sécurité. Ce n'est pas toujours le cas dans le préjudice moral. Deuxièmement, la réaction émotive.
bien que la culpabilité et la colère soient fréquents dans les deux cas, le sentiment de peur, d'horreur ou d'impuissance est généralement réservé au TSPT. Alors, on peut le voir dans le TSPT, mais pas toujours. Dans le TSPT, on sait que certains sentiments sont plus pointus, sont exagérés. Ce n'est pas forcément le cas dans le préjudice moral. Par exemple, certaines personnes ont peut-être été auteurs de sévices et ça n'était pas leur volonté. Cela crée effectivement un sentiment particulier. L'excitation psychologique est généralement aussi l'apanage du TSPT, pas forcément du préjudice moral. Et évidemment, les symptômes. Parfois, les personnes atteintes de TSPT évitent le jugement social en se rétractant de la société. La gamme complète de ces symptômes a été ressentie pendant la COVID-19 par beaucoup de personnes. Des exemples de comportements moralement problématiques sont l'accumulation exagérée d'aliments et d'articles de toilette essentiels, le non-respect des mesures d'éloignement physique. Ces cas sont ressentis davantage par des personnes comme le personnel de première ligne ou le personnel soignant qui fait des sacrifices et qui est peut-être en colère parce qu'on ne respecte pas leur volonté. Ils sont peut-être donc coincés entre un conflit moral, c'est-à-dire vouloir aider les autres, mais aussi cette volonté de vouloir éviter les conséquences d'une exposition indue. On sait qu'il y a eu trop peu d'équipements de protection individuelle au début de la crise de la COVID-19 et cela a certainement donné lieu à de la crainte chez les travailleurs qui craignaient de contracter la maladie et même de la répandre, de la propager ailleurs. Cela a occasionné un stress additionnel à leur travail déjà stressant et cela perdure. Donc, cela crée davantage de stress à la fois pour eux et leur famille. On sait également que la crise des opioïdes s'est empirée depuis le début de la COVID-19. Et cela n'a fait qu'à rajouter à la complexité du travail du personnel de santé. Et malheureusement, certains des travailleurs sont maintenant la cible d'agressions de la part de membres du public, ce qui signifie que certains d'entre eux craignent de porter un uniforme à l'extérieur de l'hôpital, ce qui peut créer une détresse morale accrue. Et cela les pousse parfois à remettre en question leurs valeurs. Alors, beaucoup de travailleurs font face à un stress énorme qui pourrait éventuellement donner lieu à un préjudice moral. Il faut donc se préparer davantage à aider la collectivité avant que la situation ne s'empire. Dernière diapositive pour moi avant de céder la parole à Marianne. Lorsque ces événements potentiellement préjudiciables sur le plan moral entraînent des préjudices psychologiques, sociaux et spirituels durables, ils affectent la santé mentale, les relations interpersonnelles et la qualité de vie. Il y a donc préjudice moral. C'est effectivement la définition que l'on utilise. Si vous vivez ce genre de situation sur une longue période, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là un préjudice moral. À vous, Marianne. Merci. Alors, il est important de reconnaître que bien que certaines personnes sont exposées à des stresseurs moraux et que ces personnes connaissent parfois une détresse et un préjudice, d'autres ressentiront un trouble post-traumatique, tandis que d'autres vont sentir une amélioration de leur résilience psychologique, un gain d'estime de soi, une compassion et un engagement accru. Alors, bien que les facteurs individuels peuvent être à la base de ces réactions, il est important de savoir comment gérer ces
difficultés. Et on sait que certains facteurs individuels sont souvent influencés par le contexte organisationnel et social. Donc, une approche à l'échelle de l'organisation est recommandée à titre de meilleure pratique pour atténuer les risques de préjudice moral. On peut les atténuer en gérant une meilleure préparation, une exposition, en concevant des postes convenablement et en encourageant le travail d'équipe. Par ailleurs, le soutien social protège contre les stresseurs moraux et le soutien par les pairs est particulièrement efficace, surtout suite à l'exposition à un traumatisme. Il faut également en tenir compte dans le cadre des structures organisationnelles. Alors, les stresseurs moraux font partie du contexte de la COVID-19 et ne peuvent pas être éliminés du travail. Il incombe donc aux organisations de mettre en œuvre une approche qui puisse réduire les risques et maximiser les facteurs de protection plutôt que simplement réagir aux enjeux lorsqu'ils se produisent. Donc, une approche à l'échelle de l'organisation exige une réaction de la part de l'équipe et des individus qui constituent cette équipe. Alors, au niveau organisationnel, nous avons une liste de recommandations dont la majorité s'aligne sur les recommandations de l'OMS. Certaines recommandations comprennent la création de politiques appuyées sur des données probantes pour éclairer les décisions difficiles sur le plan éthique, comme l'affectation de ressources rares. Par ailleurs, on recommande que les travailleurs en dehors de ceux qui prodiguent des soins soient ceux qui prennent ces décisions pour réduire la charge morale sur les travailleurs de première ligne. D'autres choses que l'on peut faire, c'est agir pour, par exemple, permettre des horaires plus souples ou jumeler les travailleurs débutants à des collègues plus aguerris et également donner un accès à un soutien psychologique, que ce soit par l'entremise de programmes d'aide aux employés ou alors la possibilité d'obtenir des ressources gratuites, par exemple, celles qui sont offertes par des sites web gratuits. Alors, au niveau des équipes, la recherche montre que les équipes plus cohésives tendent à mieux protéger leurs membres. Donc, les leaders de ces équipes, les chefs d'équipe ont un rôle important à diriger. Il est important pour les chefs d'équipe de reconnaître le stress sur les travailleurs en période de pandémie. Une communication ouverte entre les collègues et avec la direction par rapport à ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas est essentielle, surtout lorsque l'incertitude et les consignes sont une source de stress. Les gestionnaires et les superviseurs peuvent également aider les travailleurs grâce en les aidant à s'y retrouver dans les dilemmes moraux. Donc, les chefs d'équipe doivent aider les travailleurs en prenant le temps de parler d'événements, de situations particulières, en reconnaissant les dilemmes moraux et en insistant sur l'importance du travail qui est accompli par ces personnes. Les chefs d'équipe doivent également être conscients du potentiel d'absence de discussion, c'est-à-dire que certains rechigneront à en discuter. Il faut offrir du soutien aux travailleurs. Les chefs d'équipe doivent tendre l'oreille pour voir si effectivement les gens ont l'impression de vivre une situation intenable où ils vivent de la culpabilité. Et il est important de reconnaître tout ce qui relève de notre contrôle et ce qui ne relève pas de notre contrôle. Donner la possibilité à chacun de comprendre quels sont ses pouvoir dans une certaine situation permet de limiter son sentiment de culpabilité. Il est important pour les chefs d'équipe également d'offrir un counseling aux membres qui en auraient besoin. En plus des bons soutiens au niveau de l'organisation et de l'équipe, il y a bien des moyens par lesquels les particuliers et le personnel peuvent être soutenus dans leur stress. Et nous les avons affichés ici à l'écran, dont par exemple, des ressources psychoéducatives par rapport aux stresseurs et aux préjudices moraux qui peuvent être utiles pour encourager les travailleurs à comprendre leur expérience plutôt que de s'embourber dans la honte et la culpabilité. Il y a bien des stratégies axées sur les traumatismes qui peuvent, par exemple, encourager les activités de réduction du stress comme la relaxation, la pleine conscience et la méditation. Également, les soutiens sociaux, la reconnaissance des réactions comme l'évitement, la honte, et aussi encourager la recherche de soutien. Alors, nous reconnaissons
que le gouvernement et les collectivités ont une responsabilité par rapport au traitement des travailleurs de première ligne. On sait que des choix difficiles sont parfois faits par ces personnes. Il faut reconnaître que la pandémie a montré que les politiques sont incapables de réagir rapidement aux difficultés. Nous avons vu comment la crise des opioïdes s'est empirée pendant la pandémie. Donc, il faut continuer de chercher des solutions plus systémiques. Et à présent, je vous présente quelques ressources qui sont à votre disposition. Nous avons mis au point un guide sur les blessures morales pour les travailleurs de la santé afin qu'ils comprennent l'ensemble des émotions qu'ils peuvent ressentir en raison de la pandémie, et cela permet donc de mieux comprendre comment mettre en place des stratégies préventives pour empêcher les préjudices moraux. Vous pouvez donc télécharger ce guide gratuitement sur le site en anglais ou en français. Par ailleurs, il est question dans ce guide des travailleurs racialisés. Ceci permet de comprendre comment la pandémie de COVID-19 a davantage touché les travailleurs de groupes ethniques particuliers, et cela est également disponible gratuitement sur le site. Nous participons aussi à des projets de recherche sur les préjudices moraux, dont une recherche qualitative. On veut entendre les travailleurs de la santé pour comprendre quelles sont les situations qu'ils vivent, qui contribuent à leur stress moral. Ce résumé présente les 10 premiers résultats que nous enverrons après. C'est en cours de traduction, donc nous vous enverrons ces ressources ultérieurement. Et par ailleurs, les participants à cette étude ont été invités à remplir un questionnaire, et on vous enverra ce questionnaire que vous pourrez répercuter dans vos groupes également. Par ailleurs, nous mettons au point des ressources et outils pour aider les chefs dans toutes sortes de situations. Et donc, nous allons mettre au point une trousse d'outils virtuels qui sera amorcée ou lancée très bientôt et qui comprendra des choses comme la schématisation des actifs. C'est ce qui permettra aux dirigeants de faire la promotion des politiques, programmes et ressources existantes qui aident déjà les travailleurs, car on reconnaît que bien des organisations ont déjà entrepris des travaux, et donc cela peut effectivement rejoindre cet effort qui doit s'étendre à l'échelle de l'organisation. Et nous aurons aussi des fiches conseils et de courtes vidéos qui seront mises à votre disposition. Alors, comme je disais, ce sera disponible très bientôt en anglais et en français. Et enfin, notre dernière diapositive, nous avons à présent le temps de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Si vous avez des questions ou des observations pour nos conférenciers, veuillez les saisir dans la boîte de clavardage. Si vous préférez écrire à un membre de l'équipe, vous pouvez envoyer votre message directement ou bien moi-même, Jessica Hodge, en anglais ou en français, et nous veillerons à envoyer votre question à son destinataire. Alors, je patiente un instant pour voir si nous avons quelques questions. J'ai reçu une question. Y a-t-il quelque chose de particulier par rapport à la pandémie COVID-19 dont il faut être conscient comme gestionnaire lorsqu'on tâche d'aider notre personnel? Oui, je peux répondre et Marianne voudra peut-être compléter. Je pense que cela a été mis en exergue dans nos recherches et nos conversations. La communauté des soins de santé nous a dit qu'il y avait déjà des failles dans le système et que la pandémie les avait vraiment fait éclater au grand jour. Donc, le travail vise à traiter des enjeux systémiques existants, ce qui nous permet de mieux aider les travailleurs de la santé qui sont déjà surchargés de travail. La pandémie n'a fait qu'exacerber les difficultés existantes. Bon, avec une pénurie d'équipements de protection individuelle, avec la prise de décision difficile, avec les manifestations à l'extérieur des hôpitaux. Oui, ce sont des situations particulières, mais il y avait également des enjeux sous-jacents dans le système qui nous ont amenés à la situation actuelle. Alors, il s'agit de voir ce qu'on peut faire maintenant, avant la prochaine crise. Marianne, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous reconnaissons que pour divers travailleurs, les expériences sont différentes. Et ce qu'on a constaté depuis quelques années, c'est l'importance de la communication des gestionnaires vers la première ligne en disant nous vous épaulons, nous sommes ici pour vous, pouvoir aussi avoir ces conversations ouvertement par rapport à ce qu'ils ressentent. C'est pourquoi nous avons mis au point
des outils pour aider les dirigeants, les chefs d'équipe à le reconnaître. Et vous savez, les tuyaux, les conseils que nous proposons sont des pratiques qui soutiennent, par exemple, l'encouragement du bien-être des employés généralement. Pendant la pandémie, ce qu'on a constaté, c'est que les organisations qui ont prêté attention à cela et qui ont mis en place certaines pratiques à l'avance, ça peut être un facteur de protection pour les travailleurs qui sont, comme on le sait, surchargés à l'heure actuelle, à la fois avec la pénurie de main-d'œuvre, mais également avec la pandémie qui n'a fait qu'exacerber cette situation. D'expliquer vraiment ce qui relève de leur contrôle et ce qui ne relève pas du tout de leur contrôle. Cela peut également les aider énormément. Donc, il est important de continuellement se pencher sur ces pratiques à l'échelle de l'organisation plutôt que de constamment vouloir réagir au fil de la survenue de ces difficultés. Une autre question que nous avons reçue, avez-vous fait une analyse entre les sexes lorsque vous avez créé ce processus, car la majorité des travailleurs du secteur de la santé sont des femmes. Donc, en d'autres termes, est-ce que vos outils sont sexo-spécifiques? C'est une excellente question. Permettez-moi de dire que nous avons 2 projets de recherche en cours. Un qui a été souligné par Marianne et un projet de recherche d'ailleurs qui a été présenté par Marianne, dont l'analyse n'est pas encore conclue, mais dès que ce sera fait, on partagera cette information. Mais le guide mis au point sur le préjudice moral réunissait des ressources existantes. Alors, comme je le disais, cela a commencé dans le rang des militaires, donc on a voulu offrir un guide qui n'était pas exclusivement à l'intention du domaine militaire. Le guide s'appuie sur les recherches et les données probantes, mais les 2 projets que nous avons actuellement en cours vont permettre justement de tirer parti d'autres recherches. Oui, eh bien, si vous me permettez, avec ces projets qui sont en cours, nous allons tâcher d'appliquer les connaissances que nous avons déjà. C'est une excellente question. Dans la série d'outils que nous allons publier, il n'y a pas d'outils particuliers qui soient sexo-spécifiques. Cependant, c'est important pour nous de soulever la question et de conscientiser les dirigeants à l'impact différent selon qu'on est un homme ou une femme. Donc, il faut non seulement valider les recherches que l'on fait, mais aussi être conscient de cette approche lorsqu'on examine son effectif de travail et qu'on tâche d'évaluer les besoins. Alors, les outils que nous mettons au point à l'heure actuelle parlent, entre autres, de mettre au point des plans, de mettre en place des pratiques qui sont adaptées au contexte organisationnel. Et c'est une considération importante. Le gestionnaire, le dirigeant devra en prendre compte. Et j'aime beaucoup la question car, comme je le disais, ce projet n'est pas immuable, il est évolutif. Alors, nous pourrons peut-être éventuellement tenir compte de cette question dans nos recherches. Merci, merci beaucoup, Marianne et Fardous. Alors, suite à cette conversation, nous allons aussi partager des ressources qui pourront intéresser le groupe. ECHO est un programme gratuit qui vise à renforcer la résilience et fournir des compétences ainsi que créer une communauté pratique parmi les prestataires de soins de santé qui travaillent actuellement en période de pandémie. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le lien qui figure dans la boîte de clavardage. Cela se trouvera également sur le site SharePoint si ça vous intéresse. Veuillez noter que cette ressource n'est disponible qu'en anglais. Elle s'intitule ECHO, Coping with COVID. Le prochain événement d'apprentissage aura lieu le 15 octobre de 12 h à 13 h heure de l'Est. Et pendant ce webinaire, le Dr Nahid Dessani abordera les soins équitables et le programme PEACH de soins palliatifs. Et notre prochain caucus aura lieu le 4 novembre de 12h30 à 12h30 avec Dr Bernie Pauly qui partagera un plan en 10 points pour soutenir la mise en œuvre des pratiques de réduction des méfaits dans les établissements et les refuges de centres d'intervention de toxicomanie. Merci à Marianne et Fardous pour leur communication. Veuillez prendre un petit instant pour répondre à notre sondage qui est affiché à l'écran.
J'en sais plus sur le continuum des facteurs de stress moral et les résultats associés chez les prestataires de services pendant la COVID-19 qu'avant ce caucus. Vous pouvez répondre par tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord, fortement en désaccord. La prochaine question. Dans l'ensemble, je suis satisfait ou satisfaite de ma participation au caucus, de tout à fait d'accord à tout à fait en désaccord, et je pourrais appliquer ce que j'ai appris au cours de ce caucus dans le contexte de mon travail. Veuillez cliquer envoyer pour partager vos réponses. Merci encore.